Matériel aux Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'avais une anecdote aussi à Froid-Chapelle. Je rencontrais un agriculteur qui m'expliquait qu'il avait une ballotteuse en 1945, alors qu'il venait de me dire que son premier tracteur il l'avait eu en 1953. Et je dis alors votre ballotteuse, vous la tiriez comment? Ah mais mon père avait racheté un soldat américain, une Chevrolet, et on tirait la ballotteuse avec la Chevrolet, et puis quand on avait fini les foins, on allait courir les filles avec la Chevrolet. Et donc je vais vous faire un petit retour en fait à la notion de paysage pour pouvoir introduire en fait ce qu'on va voir aujourd'hui sur le terrain, qui sont les paysages bâtis. On est donc bien sur une session comprendre. Et vous verrez sur le terrain que quand on approche des paysages bâtis, on se sert aussi non seulement de mots très techniques, mais aussi de mots sensibles. Hein. On parle de paysages fermés, de paysages ouverts, d'horizons lointains. Donc chacun est détaillé et décrit sur plusieurs plans, que ce soit géographique, morphologique, historique, sociaux et artistiques aussi. On vous propose de parcourir un peu du paysage transfrontalier pour comprendre un peu ces paysages bâtis, en partant du sud d'où nous sommes, c'est-à-dire de Saint-du-Nord, en allant vers la forêt de Trélon, pour passer ensuite de l'autre côté de la forêt, dans la clairière de Glageon-Trélon, pour pouvoir ensuite aller vers l'est et remonter donc vers Wallers-en-Fagne. On redescendra le cours de l'Elbe majeure jusqu'à Eppe-Sauvage, où on fera un arrêt dans le centre et on montera au-dessus du bourg pour pouvoir avoir un point de vue général sur le paysage bâti de Eppe-Sauvage. Après Eppe-Sauvage, on passe côté belge, à Montbliard, et puis un deuxième paysage beaucoup plus ouvert sur Civry, et puis pour revenir côté français par Clairefailly, Fellery, Ramosy, et de retour à Saint-du-Nord en fin d'après-midi pour une dernière partie en salle. Ce village, qui est un village rue, qui s'est installé donc perpendiculairement à l'axe de la vallée, et qui a encore conservé quand même sa structure de village rue. Alors ce qui est intéressant là, c'est la structure de l'espace public. C'est ce qu'on appelle les usoirs, qui étaient donc liés à l'exploitation agricole ancienne, quand elle était en loup-en-rue. Donc l'espace avant était très largement dimensionné pour permettre donc l'ère d'évolution des animaux. Donc là, le village est encore à peu près dans sa forme initiale. On voit qu'on a passé quelques équipements qui se sont détachés du noyau ancien, mais le noyau ancien perdure, avec un prieuré à droite, et en face, ce qu'on appelle la maison espagnole. Donc, essayez de décrypter cette situation, notamment en pratiquant ce qu'on appelle l'analyse rétrospective, c'est-à-dire en partant de la situation actuelle, et essayer de voir selon quelle séquence les éléments d'habitat que nous rencontrons aujourd'hui se sont mis en place. Une petite chronologie. Donc, quand nous travaillons sur le paysage, on va distinguer trois périodes. La période post-industrielle, c'est celle que nous vivons aujourd'hui, et qui commence aux alentours des années 1950. C'est en même temps l'avènement de la voiture individuelle. C'est aussi l'avènement du tracteur. Deuxième période, la période industrielle. Ça ne veut donc pas nécessairement dire, évidemment, qu'il y a eu des industries à l'endroit où on va travailler, mais on est dans un contexte où la société rurale est en train de changer sous le coup de l'industrialisation. Et puis, tout ce qui est avant 1850, que l'on va qualifier d'époque traditionnelle. Nos villages voient leur population multipliée par 3 ou 4 durant le 19e siècle. Et ils ne s'étendent pas. Ils ne s'étendent pas, ils se densifient. On va en reparler. Alors, le Trieux, c'est un espace communautaire qui va avoir une fonction de rassemblement du troupeau, puisque l'élevage est un élevage collectif. Ça a pu créer en fait des places de petits villages, mais ça a pu aussi perdurer sous forme d'ensemble un peu autarcique. Et donc le troupeau part alors vers les bois, et c'est ça qui est évidemment un des éléments de la révolution agricole du Moyen-Âge, c'est que tous les jours, le bétail revient au minimum au village, éventuellement sur le Trieux, et on récupère à ce moment-là le fumier. Et donc le principe, c'est de transférer de la matière organique. Donc ce qui est intéressant, c'est de leur garder leur unité et de réexploiter justement cet aspect collectif de l'espace central. Les champs sont parfois à très grande distance des lieux d'habitat. Et donc un phénomène de satellisation, c'est-à-dire que dès que la population augmente,
qu'il faut donc augmenter la superficie agricole, il faut créer un hameau. Parce que les nouveaux champs qu'on défriche sont tellement loin du village qu'on perdrait beaucoup trop de temps dans les navettes entre le lieu d'habitat et le lieu que l'on doit aller travailler. Et donc là, on va avoir à ce moment-là un abandon progressif de la céréaliculture au profit de l'élevage. Et comme Anne le disait, mais ça va engendrer à ce moment-là une dispersion de l'habitat. C'est ce que nous, géographes, on appelle la dispersion intercalaire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'éleveur, il doit être au milieu de ses prairies pour pouvoir surveiller son bétail. Et donc, il quitte le village et il va établir sa ferme d'élevage dans la périphérie du village. Dans les structures de SAR dont parlait Dimitri aussi tout à l'heure, on peut s'apercevoir qu'on a encore dans les secteurs d'approche de la forêt une structure de bocage de SAR, ce qu'on appelle les bocages de SAR, c'est-à-dire des bocages plus hauts, qui sont directement issus des restes de la forêt que l'on avait gardés en fait pour structurer les parcelles bocagères. Voilà, on vient de franchir la frontière et vous voyez que les Belges ils n'ont pas entretenu leur bocage. Ah oui, ça c'est très net. Moi je viens montrer ça aux étudiants. C'est vraiment la rupture frontalière sur l'entretien du bocage. Ouais, en tout cas, ça oui. Ouais, on fera encore mieux la prochaine. Le point de vue. Où êtes-vous sur la carte? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a accepté un développement linéaire de l'habitat le long des voies de circulation. Au niveau du paysage, ici, le linéaire n'est pas vraiment une bonne solution. Parce que chaque bâtiment qui est construit le long d'une voirie va être particulièrement visible dans le paysage. Et ça, c'est lié à l'organisation du réseau viaire en fonction du site. Alors, moi, je suis un tenant de la satellisation. Mais pas la satellisation dans la dispersion. Donc, je pense qu'on devrait réfléchir au néo-hameau. De se dire, c'est bien, dans ce hameau-là, il y a des terres qui ne sont pas cultivées ni cultivables, qui sont en friche. Nous, dans notre PLU, on avait proposé d'en faire des terrains constructibles. Niette. Dans un hameau, niette sur toute la ligne. Refus catégorique. Attention, évitons peut-être de transférer des structures urbaines à la campagne. Et donc, il faut peut-être penser à un écoquartier rural, mais qui soit constitué un peu sur le principe du hameau. On a fait des réunions avec le monde agricole, avec la chasse, la pêche et tout ça, avec les écolos. Et au début, c'était très tendu, mais au bout de 10 ans, on arrive tous à travailler dans le même sens. Et il faut expliquer aux gens, il faut expliquer sans donner, par exemple, un ordre en disant ceci. Et je pense que franchement, moi, une journée comme aujourd'hui, où on prend le temps d'aller analyser les choses et d'expliquer, je pense que, bon, évidemment, ça nécessiterait de le reproduire à grande échelle, mais je pense que c'est changer les mentalités, en fait. Donc c'est de l'éducation, c'est de la sensibilisation. C'est à travers des journées comme ça qu'on se rend compte qu'on a fait plus d'histoires communes que d'histoires séparées. Et donc on est vraiment dans la même ère culturelle et fatalement dans les mêmes territoires, puisque le territoire par essence, c'est le marquage culturel que la société fait son espace de vie.